Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022, s'est tenue la 5e édition du colloque international. 2 journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. 2 jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment, et par l'Université de Strasbourg avec le soutien de 15 entreprises mécènes. Bonjour à tous. Donc effectivement, merci d'assister à cette conférence sur la ZAN, donc la zéro artificialisation nette des sols. On va essayer un petit peu déjà de poser le cadre du contexte finalement autour de cette loi et ensuite vous donner quelques pistes pour effectivement en limiter les impacts et trouver des solutions concrètes avec nos 2 intervenants que je vais laisser se présenter. Alors, un intervenant qui est sur place, donc Florence qui est là avec moi, UpFactor, et donc on a Vincent qui est le directeur d'innovation qui est à distance en Teams chez Novaxia. Donc Florence, si vous pouvez vous présenter en 2 mots. Oui, donc bonjour à tous. Moi, je travaille donc pour la société UpFactor, qui est une société qui travaille sur le sujet de la surélévation, puisqu'on est convaincu que c'est une des solutions pour répondre aux enjeux de construction sans artificialiser les sols. Vincent, vous m'entendez ? Oui, très bien. Est-ce que vous m'entendez ? Parfaitement, Vincent. Bonjour. Bonjour à tous. Donc pour ma part, je suis chez Novaxia pour en diriger le développement. On fait à la fois de la collecte d'épargne auprès d'investisseurs particuliers et on développe des projets immobiliers dans toutes les grandes métropoles françaises et désormais en Europe, sur des projets dits de recyclage urbain, donc sans étalement urbain. Très bien, merci. Donc effectivement, on va poser très rapidement le cadre en 2 minutes. Ensuite, je laisserai la parole aux experts du sujet. Donc l'artificialisation des sols, déjà, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout processus finalement qui va impliquer une perte d'espace naturel, agricole ou forestier, et qui va conduire à un changement d'usage et de structure des sols. Donc c'est une thématique qui va s'opposer à la renaturation. C'est-à-dire qu'on va finalement remettre de l'espace vert, de la nature. Donc quand on parle de zéro artificialisation nette, le net, c'est-à-dire le solde entre finalement cette artificialisation et cette renaturation. Alors, en France, pour vous poser un petit peu le constat et un chiffre qui fait un petit peu réagir, aujourd'hui la tendance lourde, c'est qu'on artificialise plus de 20 000 hectares par an en moyenne depuis plus de 10 ans. Donc c'est une tendance qui nous amène finalement, si on se projette, à en très peu de temps artificialiser quasiment l'équivalent du Luxembourg finalement en moins de 10 ans. C'est ça que ça représente, si on schématise la chose. Donc quel impact a cette artificialisation ? Aujourd'hui, c'est la destruction de la biodiversité. Il y a à peu près 1 million d'espèces végétales et animales qui sont menacées. Mais c'est également une augmentation du CO2. On va détruire des puits carbone et on va forcément artificialiser. Donc on va utiliser des matériaux qui sont carbonés. Mais également, on va accroître la pollution de l'eau, le ruissellement des eaux polluées avec les industries, l'agriculture, etc. Mais également la pollution de l'air et la pollution sonore. On va moins absorber le son. Alors, pourquoi on est arrivé finalement à tant d'artificialisation ? Eh bien, en France, on a vraiment, et dans les autres pays occidentaux, on a une préférence pour l'habitat individuel. C'est-à-dire qu'on va finalement aller s'étendre là où il y a de la surface, c'est-à-dire vers les périphéries. Et puis, il y a également un prix du foncier qui est moindre, donc aussi bien pour le logement que pour les industriels. Il est aujourd'hui préférable d'aller s'implanter finalement un petit peu à la périphérie des villes, pas très loin des axes de communication. Et donc tout ça pousse effectivement à cette artificialisation de la périphérie. Mais il y a également aussi un cadre fiscal qui est aujourd'hui pas très adapté, beaucoup de taxes qui favorisent l'urbanisation, plus de 30. Mais il y a également un facteur qui est qu'en France, on a beaucoup de logements sous-occupés, notamment des résidences secondaires, mais également des bureaux vides. Alors, le Covid l'a un petit peu mis, finalement, cette crise sanitaire a un petit peu mis ça en exergue avec le développement du coworking et beaucoup d'entreprises se sont rendues compte que beaucoup de bureaux étaient vides ou sous-occupés. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on comprend bien que les enjeux ne sont pas forcément nationaux, mais ils sont vraiment territoriaux, dans les territoires, dans les régions, dans l'intercommunalité. Et donc, c'est ce que la loi Climat et Résilience de 2021 a essayé de formaliser dans finalement un objectif de zéro artificialisation nette des sols en 2050 et qui passera par une réduction de moitié d'ici 2030. Alors,
Vincent, une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a posé ce constat, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot d'actualité finalement sur la réglementation et ce qui fait débat aujourd'hui et quels sont les impacts concrets? Oui, merci. Concernant la réglementation, en fait, ce qu'on a vu, c'est, mais vous l'aviez évoqué, une accélération du nombre de prises de conscience réglementaires, juridiques, au niveau local, au niveau national et au niveau européen, de ces enjeux d'étalement urbain. Ça passe notamment par la loi climat et résilience. Au niveau territorial, ça passe par des mobilisations citoyennes de plus en plus importantes qui ont notamment été incarnées par la Convention citoyenne pour le climat, qui avait elle-même donné cet objectif de stop à l'artificialisation nette des sols, qui a été traduit dans la loi ensuite. Au niveau européen, depuis 2017 puis 2019, on a de plus en plus des déclarations et de plus en plus des circulaires qui montrent qu'on a une prise de conscience de cet objectif d'étalement urbain, donc pour la France, mais aussi plus globalement dans tous les territoires européens. Comment ça se traduit concrètement pour les investisseurs immobiliers que nous sommes et que nous rassemblons au sein de Novaxia? Eh bien, c'est une prise de conscience que demain, la création de valeur en immobilier, sur des pas de temps qui sont de 5, 10 ans et plus, va être principalement réalisée dans des opérations de recyclage urbain, autrement dit, dans des opérations où on achète du foncier déjà artificialisé, des friches polluées, des friches obsolètes, des bureaux qui sont vacants structurellement ou qui sont en voie de vacances, puisqu'on sait que ça sera plus difficile de les louer dans quelques années. Donc, comment ça se traduit cette réglementation ensuite sur le marché immobilier? Eh bien, on a constitué, nous, des fonds immobiliers de recyclage urbain et on collecte de plus en plus d'épargne pour ensuite financer ces opérations de recyclage urbain. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 45 promoteurs au niveau national, des promoteurs nationaux qu'on connaît tous, mais aussi des promoteurs locaux qui ont besoin d'equity, donc qui ont besoin d'investissement pour pouvoir réaliser ces opérations qui souvent mobilisent plus de capitaux propres que des opérations qui auraient été en étalement urbain, puisqu'on achète sans condition suspensive en faisant de la copromotion, et puis ensuite, ils peuvent développer des opérations de recyclage urbain. Aujourd'hui, on sait, en France en particulier, qu'il y a une pénurie de logements dans les grandes métropoles, et donc 90% des opérations que nous finançons sont des opérations de conversion de tertiaires obsolètes en logements. Aujourd'hui, c'est plus de 120 projets de ce type-là en France, à l'heure où on se parle, sur lesquels nous intervenons, et on sait que la dynamique est plus globale au-delà de Novaxia, bien sûr. Il y a ensuite un deuxième objectif qui est en train de naître, c'est surtout les objectifs du plan France Relance. La France a fait donc ce plan France Relance et a notamment mentionné l'attractivité des grandes métropoles pour y développer des activités tertiaires d'innovation. Et là aussi, on peut mobiliser le recyclage urbain pour arriver sur la création d'espaces dédiés à l'innovation, en créant des laboratoires, en créant des espaces dédiés à la recherche et développement en cœur de ville. Et là encore, la réglementation nous y aide, soit en soutenant les acteurs qui vont être exploitants de ces lieux-là, soit en finançant directement le capital de sociétés qui pourraient être les futurs bailleurs de ces lieux. Donc, la réglementation nous aide de deux manières. Elle nous aide d'abord en restreignant le marché immobilier en disant stop à l'étalement urbain avec la loi climat et résilience. Au niveau local, avec les PLU, les PLUI qui prennent conscience de cet objectif-là et qui le traduisent concrètement. Et puis, la réglementation aide aussi, en tout cas le secteur public, en venant en soutien des exploitants qui se rapprochent toujours des cœurs de ville pour y développer de l'activité. Très clair, merci. Florence, petite question. On a aujourd'hui un enjeu très fort sur la rénovation énergétique des bâtiments. Plusieurs ateliers et conférences en ont parlé ici. Comment est-ce que ce grand enjeu peut finalement s'articuler avec la ZAN ? Donc effectivement, au-delà de la ZAN, il y a les enjeux de rénovation énergétique. Nous, aujourd'hui, on voit que à l'échelle des métropoles, c'est les enjeux couplés de ces deux réglementations-là qui incitent les collectivités maintenant à se poser la question notamment du foncier qu'ils ont et comment valoriser le foncier existant au mieux. Donc comme l'a présenté Vincent, il y a différentes façons de le valoriser. Nous, notre sujet, c'est plutôt la partie surélévation et les collectivités viennent nous voir pour savoir comment en fait ils peuvent profiter de ce foncier aérien
pour apporter un financement aussi bien pour la rénovation des copropriétés, mais aussi pour pouvoir engager la rénovation de projets qui soient soit des logements sociaux ou alors des bâtiments publics. Et la première qui nous a fait confiance, c'est l'Eurométropole de Strasbourg. Donc on est aujourd'hui sur un territoire d'innovation, puisqu'ils ont lancé cette mission vraiment en amont par rapport à d'autres. On lance aujourd'hui même une mission similaire pour Saint-Nazaire. Et donc on voit que différentes tailles de villes aussi aujourd'hui s'intéressent à ces enjeux-là. Et les copropriétés sont aussi maintenant confrontées à l'obligation qui va entrer en vigueur ou à l'interdiction, il faudrait plutôt dire, de pouvoir louer des logements qu'on appellera des passoires thermiques. Il y a encore un petit peu de temps pour que ça entre en vigueur, mais c'est des enjeux très très forts avec des besoins en financement qui sont importants. Et il est nécessaire là aussi de trouver d'autres façons de financer que les aides publiques qui sont là aujourd'hui. Et donc si on peut répondre à la fois aux enjeux de ZAN et aux enjeux de rénovation en ayant des pistes différentes pour continuer à construire, c'est, je pense, un intérêt important pour la suite, pour la construction. Ouais, effectivement, on parle aussi dans cette loi ZAN, en tout cas on peut la coupler aussi avec la stratégie nationale bas carbone. Effectivement, ça contribue aussi à décarboner quelque part. Je l'évoquais en introduction, qu'effectivement l'artificialisation augmente les émissions de CO2. Ça, est-ce que sur la SNBC, effectivement, c'est quelque chose qui est important ? Oui, on dit que les premières économies, c'est l'argent qu'on dépense pas. C'est vrai aussi en matière de carbone. Tout ce qu'on n'aura pas besoin de reconstruire, c'est une économie importante. Et donc, quand on valorise au maximum l'existant, c'est déjà des infrastructures complémentaires qu'il n'y aura pas à faire, des déchets qu'il n'y aura pas à les traiter. Et donc, c'est une façon de répondre aussi aux enjeux de décarbonation du bâtiment. Très clair. Merci Florence. Donc maintenant, effectivement, qu'on a posé un peu ce cadre, alors Vincent a déjà commencé à évoquer finalement quelques pistes, et notamment sur les pistes de financement. Vincent, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus aussi sur ce que vous faites chez Novaxia et nous donner quelques exemples concrets de réalisation à ce sujet-là ? Oui, pour compléter d'ailleurs la discussion juste précédente sur la réglementation, on voit aussi que c'est impacté et que ça nous aide d'une certaine manière, c'est le décret tertiaire qui demande sur certaines surfaces tertiaires de faire de la réhabilitation énergétique, en tout cas d'atteindre certains niveaux de performance énergétique. Là où ça nous aide, c'est que ça accélère la prise de conscience de propriétaires que les espaces obsolètes, finalement, ça accélère l'obsolescence qui était déjà entamée de certaines surfaces tertiaires. On voit que ces surfaces tertiaires, des fois, sont vides. Pour vous donner un chiffre, en Île-de-France, c'est 4 millions de mètres carrés de bureaux vides aujourd'hui. 4 millions de mètres carrés actuellement vides pour la seule région Île-de-France. Malheureusement, on trouve peu de chiffres pour les autres régions, les autres grands bassins métropolitains. Je suis certain que ce serait très, très enrichissant de le faire, par exemple, pour Strasbourg, pour regarder les surfaces. Et on voit que le décret tertiaire accélère encore les mètres carrés de bureaux qui sont vides, principalement en première, deuxième périphérie, là où il y avait un peu moins de demandes, où le bureau interrogeait déjà, et où ça donc a plus de potentiel pour être converti, notamment en logement. Pour vous donner des exemples, comme vous venez de le demander, quelques exemples. Aujourd'hui, si on regarde les grandes métropoles en France, pour le bassin Île-de-France, c'est principalement première, deuxième couronne, où on voit le différentiel le plus important entre le prix du bureau, et principalement le prix du bureau vide, et le prix en sortie, le prix du logement. Et notre calcul est simple. Pour nos investisseurs, on regarde le différentiel, on implique bien sûr le coût de travaux, et c'est le différentiel qui nous permet de faire une plus-value tout en produisant du logement sans étalement urbain. Aujourd'hui, je vous l'avais mentionné tout à l'heure, on a plus d'une centaine d'opérations de ce type en cours. Et pour vous donner d'autres exemples, on peut aussi aller acheter des cliniques privées, des portefeuilles de cliniques privées qui étaient totalement obsolètes depuis 3 ans. On en a acheté, il y en a qui sont à La Rochelle, il y en a qui sont à Toulouse, il y en a qui sont à Lyon. Et toutes ces cliniques privées sont en cœur de ville, ne trouvaient pas de preneurs. Et grâce à une conversion, on peut les transformer, par exemple à Villeurbanne, juste à côté de Lyon,
on peut la transformer en logement, en espace de coworking et médiathèque. Et donc, ça revient aussi à recréer des services lorsque la demande est là pour de nouveaux services en cœur de ville, là où le foncier est rare et cher pour les villes et pour les habitants autour. Donc, un autre exemple, donc, c'est une conversion de cliniques privées en espace mixte. Et puis enfin, un dernier exemple qui montre tout le potentiel du recyclage urbain. Nous venons d'annoncer, il y a quelques jours désormais, le co-investissement avec un investisseur institutionnel d'une surface qui est en partie louée et en partie qui est une friche, qui est le site de Biocitech à Romainville. Donc vous êtes à l'est de Paris. C'est un site qui a déjà 10 locataires dans le domaine des biotechnologies, où il y a besoin de travaux pour rénover l'existant, mais vous avez juste à côté plus de 3 hectares de friches en cœur de ville. L'objectif d'un tel projet, c'est de redynamiser les 10 locataires déjà présents qui, lorsqu'ils vont se développer, vont avoir besoin de surfaces supplémentaires. Et aujourd'hui, toutes ces sociétés très innovantes, lorsqu'elles arrivent à un certain stade de maturité de leur développement, très souvent s'en vont dans d'autres pays pour aller produire notamment ou pour aller chercher des surfaces plus grandes qui sont adaptées à leur activité, notamment pour des laboratoires. Et donc, un autre exemple, et ce sera mon dernier, sur le recyclage urbain, ça nous permet de construire des surfaces qui sont déjà là, mais pour en faire de l'extension, pour permettre aux acteurs innovants et qui créent de la valeur sur les territoires de rester sur ce territoire-là en ayant des surfaces disponibles plus importantes. Et donc, cette friche de plus de 3 hectares, on vise, en collaboration avec toutes les parties prenantes du territoire, à faire un projet qui permette de garder ces 10 locataires, mais surtout de leur permettre de se développer. Donc, au-delà du logement dont j'ai parlé, des bureaux en logement qu'on fait majoritairement, des cliniques en logement qu'on peut tout à fait faire, ou des cliniques en objet mixte, on peut aussi recycler des friches qui sont parfois polluées en logement, en objet mixte, voire même en laboratoire en cœur de ville. Merci Vincent. On voit que le recyclage, effectivement, est important. La responsabilité est très importante. Donc, c'est une des pistes qui peut être mise en avant. Ce n'est pas la seule, effectivement. Et donc, vous voulez évoquer avec Florence une autre piste qui est poursuivie chez Factor. Oui, donc nous, on s'intéresse à ce qu'on appelle le foncier aérien. Et on intervient en fait à différents niveaux. On a développé un outil qui nous permet de détecter à très grande échelle les potentiels de surélévation, donc en comparant le tissu bâti existant, les règles de PLU, et d'être capable de dire si oui ou non il y a un potentiel. C'est un outil qui intéresse, comme j'en ai parlé tout à l'heure, les métropoles aujourd'hui, parce que ça leur permet d'avoir une visualisation en fait du PLU. On applique les règles, on voit ce que ça donne. Ça fait des petits cubes verts partout, faut pas avoir peur. On va pas tout construire et on va pas faire des villes cubiques en montant des gratte-ciel. L'objectif, c'est de se rendre compte en fait de ce qui est possible et en couplant après ce potentiel-là avec Pardon, je suis perturbée par ce qui est présent. Excusez-moi. En couplant en fait ce potentiel-là avec les réflexions dont a parlé également Vincent tout à l'heure de comment est-ce qu'on veut transformer certains quartiers avec des besoins nouveaux aussi à apporter en cœur de ville, on va pouvoir apporter une mixité d'usage. C'est un des modes après de transformation. On peut aussi apporter une mixité sociale. Donc se dire que dans des quartiers qui sont avec beaucoup de logements sociaux, on va pouvoir amener aussi du logement privé ou inversement. Et pouvoir là vraiment réfléchir à la politique de la ville et intégrer ce potentiel de foncier aérien dans le développement et potentiellement aussi dans les évolutions du PLU pour permettre des évolutions et des constructions à des endroits où elles sont aujourd'hui pas permises, ou alors de tout de suite les interdire dans le PLU, plutôt que ce soit intégré que ce soit dans le développement du projet, en fait, qu'on nous dise oui, le PLU dit ça, mais non, on va pas pouvoir le faire. Et pour les acteurs de la construction, c'est toujours un petit peu compliqué quand on s'est investi dans un projet, que ça change en cours de route. Et donc, on intervient donc pour les métropoles. On intervient ensuite derrière aussi sur des projets spécifiquement, par exemple pour des bailleurs sociaux, qui ont des gros ensembles immobiliers. Là, on est interrogé sur plusieurs territoires comme ça, avec des grands ensembles de logements sociaux. Il y a une volonté à l'échelle de la ville de revoir un petit peu ces quartiers-là.
Et donc de penser à démolir une partie des bâtiments, mais de reconstruire en fait les logements qui sont démolis en surélévation, pour avoir des quartiers aussi qui correspondent un petit peu plus aux attentes d'aujourd'hui. Et on intervient également en copropriété. Et donc là, l'idée en copropriété, c'est d'apporter une solution de financement pour les travaux de rénovation. Rénovation énergétique, bien sûr, mais pas seulement. On pense notamment à tout ce qui est vieillissement de la population. Donc la surélévation, c'est l'occasion aussi d'ajouter un ascenseur, de permettre à des personnes de rester plus longtemps chez elles, d'avoir un meilleur confort de vie. On estime aujourd'hui, avec toutes les études qu'on a pu faire, qu'environ 10% des bâtiments ont un potentiel de surélévation. Et sur ces 10%, on va dire qu'un projet sur 10 va arriver à terme. Parce qu'après, il y a toujours des questions sur les aspects structurels, d'acceptabilité, de sécurité incendie, donc tout un ensemble de sujets qu'on va nous prendre en compte dans le développement du projet. Et un dernier aspect qui peut être un petit peu un frein après, c'est la viabilité des opérations, puisqu'on est sur des projets qui permettent de construire, on va dire, 4 à 15 logements, puisqu'on est plutôt en cœur de ville, donc sur des petites surfaces. Et du coup, il y a une question qui se pose après sur comment est-ce que le modèle économique doit évoluer pour pouvoir s'intéresser à ces sujets-là. Donc Novaxia a une façon de faire. Il y en a différentes, mais on a bien conscience que les pistes qui existent sur la ZAN nécessitent aussi un changement des habitudes, parce qu'on ne peut pas calquer ce qu'on fait pour de la construction neuve à de l'intervention sur un bâtiment existant. Tout à fait. Donc, comment aussi, tous les deux, on peut élargir un petit peu le sujet, et là, je m'adresse à vous deux qui va prendre la question. Comment vous voyez, comment vous vivez finalement au sein de vos structures les débats qui tournent autour de la ZAN, et notamment de son implication, puisqu'on voit que les décrets ont du mal à sortir, que effectivement les filières, c'est compliqué, entre l'intercommunalité qui effectivement appréhende difficilement cette façon de faire. On l'a dit, c'est très territorialisé, et effectivement, il y a des grands projets, par exemple, qui sont décidés au niveau national et qui finalement impactent le quota de terres artificialisées, donc régionalement. Donc comment vous vivez, vous, dans vos structures, ces débats qui tournent sur la ZAN? Vincent ? Je peux commencer comme vous préférez. Vincent, allez-y. Nous, comment on le voit, comment on le vit? On le vit plutôt bien dans le sens où on est devenu entreprise à mission et on s'est fixé nous-mêmes comme objectif de ne pas faire d'étalement urbain. Et donc, les projets que vous évoquez au niveau national qui pourraient empiéter finalement sur un quota d'étalement urbain ne nous affectent pas, car on est convaincu qu'il y a déjà énormément de potentiel pour des acteurs immobiliers, du logement et plus globalement donc du recyclage urbain, pour se développer et avoir une belle croissance sur les années à venir, parce que le potentiel est là et qu'on voit que les mètres carrés vacants finalement ne font qu'augmenter, et donc la ressource pour nos investisseurs ne fait qu'augmenter pour être transformée. Donc, les projets qui pourraient empiéter sur ce quota, ne nous affectent pas. Par contre, ce qu'on voit, c'est que l'ensemble des débats sur le ZAN, effectivement, bousculent la profession et changent, je rejoins ce qui a été dit, les manières de faire. Avant, le promoteur immobilier pouvait agir seul et il peut continuer d'agir seul. Mais ce qu'on voit, c'est des partenariats nouveaux entre promoteurs et investisseurs qu'on vit au jour le jour, puisqu'on a des appels de promoteurs quasiment quotidien en France sur des opérations où ils ont besoin de portage foncier, puisque des opérations de recyclage urbain ont besoin de portage foncier. Donc, nous, l'impact que ça a, l'ensemble de ces débats, c'est de plus en plus de partenariats avec des promoteurs, de plus en plus de partenariats aussi avec des collectivités territoriales qui voient bien qu'il y a un foncier obsolète en cœur de ville, qui ne savent pas encore qui peut l'acheter, qui peut porter le foncier et qui peut donc le transformer in fine. Donc nous, ces débats, on les accueille plutôt positivement et pour tout vous dire, comme des sources de croissance pour notre activité, puisque l'ensemble de tout ce qui va concourir à faire de plus en plus de recyclage urbain va, selon nous, dans le bon sens, puisque ça va faire prendre de plus en plus conscience à l'ensemble des acteurs qu'on peut faire des choses tant qu'on change la manière de faire pour recycler ces mètres carrés obsolètes. Plus globalement, comment on peut accueillir aussi l'ensemble de ces débats? Je répondrai par une question, c'est avons-nous le luxe de faire autrement? Vous avez évoqué en introduction l'ensemble des chiffres qui sont très impressionnants d'étalement urbain, de rythme d'étalement urbain en France.
Au fond, si on trace une trajectoire qui continuerait d'artificialisation des sols en France, à l'heure où on a besoin de surfaces agricoles, à la fois pour la production agricole, la souveraineté alimentaire, mais aussi pour l'énergie, à l'heure où la biodiversité devient de plus en plus importante, est-ce qu'on a le luxe de faire autrement, finalement, à terme, que du recyclage urbain via la densification, comme ce que fait Upfactor, via aussi le recyclage de bureaux en logement, par exemple. Et donc, au-delà des débats, et effectivement, ça bouscule les manières de faire, plus macro, on se dit que c'est finalement peut-être la seule voie qui a été actée dans la réglementation, qui est encore en débat au niveau de chaque territoire. Mais si on regarde sur 20-30 ans, est-ce qu'on peut aller dans une autre direction, étant donné le quota déjà artificialisé ces dernières décennies? Merci Vincent. Florence ? Oui, effectivement, il y a une notion de territoire importante parce qu'on ne peut pas aborder les choses de la même façon quand on est en plein cœur de Paris et quand on est dans une ville de province. Les prix au mètre carré ne sont pas les mêmes, les rentabilités des opérations ne sont pas les mêmes. Donc on est bien sûr... c'est pas une solution à tout. Il faut avoir, je vais dire, une boîte à outils pour répondre à ces enjeux de ZAN. La transformation de bureaux en logement en est une, la valorisation des friches industrielles en est une autre, le foncier aérien, ça peut en être une aussi. Et il faut savoir jouer avec ces différents éléments-là. Et sans a priori, en fait, parce que comme je le disais tout à l'heure, l'Eurométropole de Strasbourg est la première à nous avoir fait confiance. On lance aujourd'hui une mission à Saint-Nazaire. On n'aurait pas nécessairement pensé que Saint-Nazaire aurait été la deuxième collectivité à nous faire confiance. Mais ils ont ces enjeux forts de ZAN et ils croient au sujet. Et après, il faut travailler en étroite collaboration avec les collectivités et l'ensemble des services, puisqu'il y a ce que les élus veulent, ce que les services veulent. Et après, c'est vraiment à l'échelle du projet, mais comme dans tout projet de construction, bien sûr. Et après, de bien définir ensemble ce qu'on a le droit de faire, pas de faire. Et comme l'a dit Vincent, on n'a en fait effectivement pas beaucoup de choix. Donc il est préférable de prendre ces sujets maintenant à bras-le-corps tant qu'on a encore le temps de les mettre en place et d'avoir une transition par rapport à ce qui se fait aujourd'hui et ces sujets qui sont un peu plus, je vais dire, périlleux, risqués, et que ça se fasse tranquillement plutôt que d'avoir à un moment ou à un autre une obligation d'aller vers ça sans que la filière soit prête, sans que le mode de financement des projets soit prêt. Et là, il y a un risque que ça ne fonctionne pas. Merci Florence. Vous aviez également prévu de nous dire un petit mot sur l'ouvrage que vous avez juste là. Effectivement, je donne une occasion. Allez. On a contribué, nous, à un ouvrage qui s'appelle Voyage en Zizanie, qui est un ouvrage collectif qui a été piloté par CityLinked et auquel ont participé des bureaux d'études, des promoteurs, des maîtres d'ouvrage. L'idée, en fait, c'est de faire un petit peu le tour des pistes qui existent pour ne pas faire de la ZAN la zizanie. Donc on en a présenté, on en représente, on en porte au quotidien avec Novaxia, mais il y en a d'autres et on reste, nous, à votre disposition pour échanger sur ces sujets-là et la façon dont on peut travailler ensemble pour faire avancer les choses au mieux. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans la loi climat et résilience, il est normalement aussi prévu qu'il y ait une obligation de regarder le potentiel de surélévation et de réversibilité des bâtiments. Donc si ça se fait pas volontairement, ça se fera réglementairement. Et je pense que c'est toujours mieux d'anticiper ces sujets-là. Exactement. Merci beaucoup Florence. Donc je vois qu'on a été assez efficace. On avait prévu une session de 5-10 minutes de questions-réponses. Donc on est dans le timing. On vous laisse la parole si vous avez des questions pour nos deux intervenants. N'hésitez pas, c'est le moment. Je peux parler en attendant, je peux parler d'un exemple concret. Si vous voulez, en copropriété par exemple. On a une copropriété à Lyon aujourd'hui qui a la possibilité de réaliser l'ensemble de ses travaux sans payer rien du tout parce que c'est le droit à construire qui permet de financer tout ça. C'est le rêve. Tout le monde rêve que la surélévation, l'extension permettent de financer la rénovation. Ça se passe pas souvent. Encore moins en ce moment, puisqu'on a une augmentation des prix de construction.
une stabilisation, baisse, ça dépend des territoires, des prix de valorisation. Mais se dire qu'une copropriété peut avoir, même si c'est 20%, 30%, 50% de ces travaux de rénovation qui sont pris en charge, bah, c'est déjà une copropriété de plus qui va pouvoir améliorer pour les occupants son confort au quotidien, pour le reste participer à la décarbonation du bâtiment et du coup vraiment les engager dans cette démarche d'amélioration, parce qu'on sait bien que c'est valable, c'est rentable à très long terme, et que quand on est copropriétaire d'un bâtiment, qu'on est jeune et qu'on vient de signer son crédit, on n'a pas nécessairement envie de remettre 20-30 000 euros pour la rénovation. Et quand on est un peu moins jeune, on se projette pas nécessairement sur cette rentabilité-là. Donc, faut trouver des solutions pour que les acteurs privés aussi contribuent à la rénovation énergétique. Il ne faut pas juste se dire faut massifier, mais comment faire? Pas tout attendre non plus des finances publiques parce qu'il y a une limite à ce qui est possible. Donc, j'espère qu'il y a parmi vous des gens, peut-être qu'ils le font déjà, mais qu'ils le feront encore plus après nous avoir entendus tous les trois. Merci Florence. Je vois qu'il y a une question là-bas, monsieur, allez-y. Oui, bonjour. Je ne connais pas très bien le cadre réglementaire, mais est-ce qu'il y a aussi des mesures qui sont prévues pour la revitalisation, renaturation des sols? Est-ce que ça ouvre des opportunités aussi d'investissement? Vincent, Florence, qui veut prendre la question? Je peux apporter des éléments de réponse. Alors oui, ça existe, des incitations pour la renaturation, la revitalisation. Au-delà de la biodiversité, déjà sur tout ce qui est revitalisation, il y a le programme notamment de la Caisse des dépôts Action Cœur de Ville qui déploie dans beaucoup de territoires des programmes massifs de soutien pour la revitalisation de centres-villes. Donc le programme Action Cœur de Ville de la Caisse des dépôts. Et sur le sujet de la biodiversité spécifiquement, il existe des obligations pour certains acteurs, notamment sur l'infrastructure, et c'est l'une des conséquences de la loi climat et résilience, de devoir obligatoirement compenser en biodiversité votre étalement urbain, votre impact sur la biodiversité. Donc, il y a beaucoup de conditions qui sont mises. Il faut que ce soit une compensation dans le cadre d'un périmètre géographique donné qui est limité. Mais ça veut dire que pour des opérateurs comme la Caisse des dépôts de biodiversité, qui renature, qui revitalise cette fois les espaces qui étaient artificialisés, ou en tout cas où il y avait moins de biotopes, qui a un modèle économique qui est en train de se réaliser et qui se développe petit à petit. On en est au balbutiement, mais ça commence à arriver, d'opérateurs de revitalisation d'espaces verts payés par des acteurs, par exemple, des énergies renouvelables ou des infrastructures énergétiques plus globalement, qui doivent réglementairement compenser leur impact sur la biodiversité dans un certain territoire. Donc ça, c'est l'une des voies peut-être pour accélérer tout ce qui concerne la revitalisation. Merci beaucoup, Vincent. Une autre question ? Bah écoutez, je pense qu'on peut clore, sauf si Vincent ou Florence, vous avez un dernier petit mot à dire effectivement à l'Assemblée. Sinon, on laissera effectivement la place à une autre thématique qui est la robotique dans la construction. Vaste thématique également. Vincent, Florence ? Écoutez, moi, merci à vous pour votre agilité dans toute l'organisation. Merci à Bulden Connect de tenir cet événement à chaque fois très, très riche avec plein de thématiques. Et ce dont je peux témoigner depuis plusieurs éditions de Bulden Connect, c'est que souvent les thématiques qui sont abordées à Bulden Connect, au-delà de notre thématique bien sûr actuelle, mais par exemple la robotique, tout à l'heure j'entendais la conférence précédente, sont des thématiques qui ont très souvent ensuite marqué les différentes années du marché immobilier. Donc ce sont des débats, je pense, qui vont continuer et qui ne sont pas épisodiques. La question sur la biodiversité, je pense, en est un bon exemple. On va continuer d'en parler et on voit ces sujets monter. Donc, merci à tout le monde et merci pour votre écoute. Merci, Vincent. Florence, dernier mot pour conclure ? Oui, effectivement, je pense que les sujets qui sont abordés aujourd'hui, on les retrouvera encore
pendant quelques temps, et un jour on considérera que ce n'est plus de l'innovation. Et je pense que là, on aura fait notre travail. Ce sera devenu un mode de faire normal, qui a en plus déjà existé. Donc en fait, c'est comme un effet de mode, hein. On revient, mais pas un effet de mode qui doit passer. Un effet de mode qui doit là rester parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on n'a plus trop le choix. Merci pour ce mot de conclusion. Il faut rester optimiste. Hein. On n'a plus trop le choix, mais c'est bien. On va faire autrement et on peut attirer aussi des jeunes. Je pense comme ça, parce que ça fait partie des sujets aussi, comment on attire des personnes pour faire ça. Et si les jeunes s'intéressent à l'environnement, il faut leur montrer que le bâtiment est complètement à même de répondre à ces sujets. Ça a été dit dans une table ronde tout à l'heure, que le bâtiment, bien sûr, a des choses à faire pour décarboner. Donc, il faut qu'on aille jusqu'au bout de la démarche. Eh ben, merci beaucoup pour cette conclusion. Donc, effectivement, l'attractivité est une thématique très forte aujourd'hui dans le bâtiment, et la robotique qui va suivre en est une façon d'attirer finalement les jeunes talents. Merci beaucoup à tous. Rejoignez-nous dès maintenant pour faire partie de ceux qui agissent et retrouvez tous nos contenus sur notre plateforme communautaire www.buildandconnect.eu. Un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, le pôle qui accompagne l'innovation des industriels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de la filière du bâtiment pour passer d'un modèle carboné à un modèle décarboné, sain et respectueux de l'environnement, œuvrant pour l'adaptation au changement climatique.